الزولية اليوم ديال اليوث سرز للفرحة قراني اللي غادي كراون ديك الثامن زوز ديوان تنميرت نون إمي دوسام سوزا تنميرت إمي تسوجد من الغشاية. Moi je dirais c'est tellement c'est exaltant d'être dans une cause comme la nôtre. C'est vraiment exaltant et motivant parce que voilà tout ce qu'ils ont essayé de faire là à l'instant, enfin il y a une heure, l'hôtel a reçu une centaine d'appels pour essayer d'annuler cette conférence. C'est-à-dire finalement notre pacifisme أين كنت نقرأ أولنا وين يسالي وين يسالي للجزائر. L'hôtel a compris, a fini par comprendre. En fait, ils ont appelé pour dire vous donnez vos salles pour une conférence d'un groupe terroriste. Ils ont compris que c'est eux les terroristes. Ils cherchent à nous terroriser, à nous intimider. Ils ont fini par appeler le commissariat. Je tiens à rappeler qu'ici c'est la France, c'est un pays de droit. Ce n'est pas l'Algérie où les lois sont bafouées, où tous les rapports des instances internationales témoignent donc de la dictature algérienne. Mais de toute manière, notre chemin est vrai, on sait qu'il est semé d'embûches, mais il n'y a rien qui pourra renoncer, il n'y a rien qui pourra nous éloigner de notre cause. Je suis aussi très contente donc, de participer à cette deuxième conférence sur la grève du cartable. Nous avons la chance d'avoir avec nous le père fondateur de l'identité kabyle, de l'indépendantisme kabyle, qui est acteur et témoin de son temps. C'est une école, donc j'espère qu'on va bien profiter de cette conférence. Je suis sûre qu'on va beaucoup apprendre encore dans cette deuxième phase, en attendant la troisième phase encore. Tenmir Tampolat. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre présence. Je vous salue autant que vous êtes et je salue particulièrement les responsables et les initiateurs de cette conférence. Nous avons parmi nous un illustre personnage de Catardin, particulièrement, Mas Aziz Tari, du MCP, que je salue. Nous avons une américaine parmi nous, qui est Madame Elisabeth Mayers. Nous avons un membre éminent de Lazarouche et du comité de soutien aux détenus kabyles, Mas Augustin Slimani. Je salue tous ceux anonymes qui sont parmi nous et les illustres personnages qui sont à mes côtés, notamment Mas Sadam Kodjam, qui est mon propre conseiller. Et Madame Deria Alouni, qui est présidente de la coordination du Nord-Sud. Mas Arab, Mas Bouzad, je les salue également pour leur présence ici. Celui où il y a comme je passe de Guinée-Catablut, Monsieur aussi. Son père est persécuté en Kabylie, mais lui, il est toujours là, et malgré tout ce qui se passe. Je salue aussi le frère de Bouchra, Khodir. J'aurais aimé dire le nom de chacun. Bon, on est passé avec la nuit. Je reviens au contexte historique. Ma conférence porte sur le boycott scolaire.
dans une première conférence, j'avais déjà situé le contexte sur toutes les prémices du boycott scolaire pour démentir un peu tous ceux qui veulent semer des mensonges en tant qu'Européens, en tant que jalons de l'histoire. Je dois rappeler que toute la hiérarchie du RCD et du MCD était au courant des préparatifs et y avait participé. D'aucuns en étant contre et d'autres en aidant du mieux qu'ils pouvaient. Je vous ai dit que le contexte global de l'époque, il y avait le terrorisme islamiste qui sévissait. Il y avait au sein de l'État, soi-disant, disait-on à l'époque, il y avait deux clans militaires qui se disputaient le pouvoir. Les éradicateurs qui étaient du côté de l'aile du général Toufik, donc une grande partie du service algérien, et du côté de Zeroual, le général Zeroual, qui était en même temps président de l'État, il n'était pas encore, où il venait d'être élu, non, il n'était pas encore élu président. Il était président de l'État, c'est-à-dire installé sans élection à la présidence de l'État algérien par les militaires, et qui étaient des réconciliateurs, c'est-à-dire un clan qui prônait le dialogue avec les islamistes pour mettre un terme au terrorisme et à la crise politique issue de l'arrêt du processus électoral. En Kabylie, il y avait deux courants. Le courant FFS et le courant RCD. Le RCD était du côté des éradicateurs du général Toufik et le FFS était du côté des islamistes et du dialogue avec les islamistes. Dans la violence globale qu'il y avait autour de nous, les morts se comptaient quelquefois par dizaines par jour. J'ai vu personnellement, j'avais vu une opportunité, ou ce qu'on appelle dans le langage ou le jargon politique ou militaire, une fenêtre de tir favorable pour la cause berbère. Idéologiquement, il y avait en Algérie le nationalisme des militaires, l'internationalisme des islamistes, puisque la charia et l'État qu'ils voulaient édifier devait être un califat rattaché ou fédéré à d'autres entités à l'échelle internationale. Il y avait le nord-africanisme des berbéristes kabyles et des Aurès aussi à l'époque. Donc nous, en tant que berbéristes, en tant que kabyles, nous étions berbéristes. Le berbérisme est issu d'une dénomination péjorative que le PPA, MTLD, les centralistes avaient accolé à tous ceux qui défendaient
l'identité berbère, sans le dire, dans le mouvement dit national, notamment du PPA, MTLD, et que M. Hajj, vous savez, vous avez tous suivi la conférence que j'ai donnée à Londres, dans laquelle j'ai rappelé les conditions dans lesquelles le PPA, MTLD, de M. Hajj, avait trahi la base militante kabyle en revendiquant pour la future Algérie postcoloniale la dénomination d'une Algérie arabo-islamique, alors que les Kabyles réclamaient une Algérie algérienne. Donc, nous, depuis que les FFS avaient fait la guerre de 1963-65, en tant que Kabyles, il nous était particulièrement impossible de revendiquer notre kabilité, assimilée à l'époque à du séparatisme, à la sécession, et donc passible de la peine de mort. Il y avait de l'autocensure à notre niveau globalement, et sincèrement, avec l'idéologie prônée par nationalistes et berbéristes, prônée par Mouloud Mamri et Kateb Yassine, deux ailes parfaitement identifiées du berbérisme, la revendication berbère était l'horizon indépassable de l'époque. Il y avait juste, du côté à l'aile gauche, il y avait ceux qui revendiquaient une berbérité, mais dans le cadre du vrai socialisme. C'était l'expression qui était utilisée à l'époque. Donc la fenêtre de tir s'est offerte à nous au moment où le régime algérien était confronté à un ennemi suffisamment important, un adversaire important, qui était le terrorisme islamiste. Je m'étais dit, pour reprendre un peu le contexte, que tant que le pouvoir était fort, il nous avait réduits au silence. Il nous a mis en prison. Il nous avait insultés. Il nous avait opposé un déni d'existence. Il nous avait terrorisés. Depuis qu'il est confronté au terrorisme, il avait besoin du soutien de la Kabylie. Et le RCD était là pour le lui offrir gratuitement. Et je me suis dit qu'il est hors de question de laisser faire, puisque il ne peut pas nous réprimer puisqu'il a besoin de nous. C'est le moment ou jamais de poser la question berbère sur la table. En dépit de l'opposition de la direction du parti dans lequel j'étais, j'ai réussi à emporter l'adhésion du MCB, Coordination Nationale, et du MCB de l'aile FFS, qui était le MCB Condition Nationale. Le boycott fut une grande réussite. Je rappelle encore une fois qu'à la fin juillet, les médias algériens avaient annoncé que le fils, ou le GIA, menaçait de mort tous les enfants qui reprendraient le chemin de l'école. Donc ça posait un problème moral pour nous, politique aussi. Comment se fait-il que nous puissions superposer un mot d'ordre comme le boycott scolaire
avec l'interdiction ou la menace d'exécution faite par les islamistes contre ceux qui reprennent le chemin de l'école. Il a fallu résoudre ce dilemme moralement en nous disant que nos slogans, bien qu'en apparence ils puissent se superposer, dans le fond, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Puisque eux, ils utilisent la mort, la violence, pour imposer un point de vue, et nous n'utilisons que les moyens de la persuasion. Deuxièmement, eux, ils avaient un objectif politique qui était la prise de pouvoir, et nous n'avions qu'un objectif limité à la société, un objectif de société, celui de résoudre un problème linguistique et identitaire. Donc, le boycott a été scellé le 30 ou 31 août au niveau des commissions nationales, au niveau de la coordination nationale du mouvement culturel berbère, dont j'étais le président. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, c'était les commissions nationales qui avaient décidé également de soutenir l'initiative des boycotts scolaires. À l'intérieur du RCD, il y avait tous les éléments proches de cette syndic qui étaient contre. Mais j'avais la majorité des associations et des coordinations qu'il y avait au sein du MCB. Et le boycott fut lancé. Pour vous rendre compte que la menace proférée par le GIA, soi-disant par le GIA, en juillet, contre tous ceux qui reprendraient le chemin de l'école, elle n'a pas été exécutée. Il n'y a eu aucun acte de violence contre ceux qui avaient repris le chemin de l'école. Par contre, la Kabylie, le MCD et la Kabylie ont réussi le boycott scolaire. La Kabylie était là, ils avaient lancé un mot d'ordre et le mot d'ordre fut exécuté. Nous en parlons aujourd'hui avec beaucoup de distance et c'est l'action, la seule action depuis l'indépendance de l'Algérie, ou disons depuis l'accession de l'Algérie française au statut de l'Algérie post-française, que la Kabylie a obtenu quelque chose en tant qu'elle a engrangé un bénéfice de son action, puisqu'à la fin, il y a eu quand même mise sur pied du Haut Commissariat à la majorité et la reconnaissance du fait berbère de jure comme de forme. Une fois le boycott réussi, les commissions nationales se sont rapprochées de moi à ma demande et nous avions décidé d'un programme commun. Je rappelle que j'avais reçu à l'époque une lettre de protestation de la part, vous voyez de qui je parle, des hommes signés par un groupe de militants de Fgues, me disant que c'est une reculade que de faire une action commune, notamment une marche avec le FFS ou le MCB, Commission nationale. Pour moi, il y avait pour une fois, depuis 1980,
et depuis la guerre du FFS, l'opportunité que la Kabylie puisse s'exprimer d'une seule voix. Il aurait été criminel de ma part de lui refuser cette chose. Donc, je me suis plié à la demande des commissions nationales d'avoir un programme commun sans pour autant respecter celui tracé déjà par ma propre structure au niveau de la coordination nationale. Je rappelle que, à ce moment-là, dès que le boycott était amorcé, Ali Belhadj et Abbassi Madani, qui étaient en prison, ont été quelque peu élargis dans la mesure où ils ont été mis en résidence surveillée plutôt qu'en prison, avec téléx, fax et téléphone à leur portée. Ils se préparaient à une négociation. En fin de compte, le boycott scolaire a été le grain de sable qui a fait dégringoler un accord conclu au sommet de l'État à l'insu de tout le monde. Les éradicateurs et les réconciliateurs s'étaient entendus. Ils avaient passé un deal entre eux. C'est que les réconciliateurs n'engagent pas de négociation avec le fils et les éradicateurs avaient pris l'engagement que la Kabylie n'allait pas bouger. Peut-être que si j'ai été initié à la chose et qu'on m'avait convaincu de la nécessité de le faire, peut-être que je n'aurais pas fait ce boycott scolaire. Sauf que je n'en savais rien, et donc le boycott scolaire qui a réussi, dès lors que les éradicateurs n'avaient pas tenu leur promesse, que la Kabylie allait bouger, les réconciliateurs n'étaient pas tenus non plus par le deal conclu en conclave des généraux, et donc ils avaient élargi à Ali Belhadj et à Abbassi Madani. Bien sûr, la première action fut un succès phénoménal, mais il y a eu des nuages qui se sont annoncés. D'abord, Saïd Sabi avait lancé un appel à la résistance armée contre les islamistes, contre le terrorisme islamiste, en tant que droit et en tant que devoir. C'était publié dans toute la presse algérienne le 17 ou le 18. L'alliance faite par le MCD au niveau des commissions et de la coordination avait quelque part mis en sourdine cet appel à prendre les armes contre le terrorisme en Kabylie. Et je vais vous parler de deux événements qui se sont déroulés donc juste après. Il y a eu l'enlèvement de Matou Mounas juste au début du boycott, et il y a eu le fait que je me sois retrouvé otage dans l'avion, dans l'Airbus qui fut pris en otage par des terroristes du GIA le 24 décembre 1994. Donc voilà, le boycott
était réussi, fonctionnait à merveille. Et le 25 septembre, au matin, à 6 heures du matin, le téléphone avait sonné chez moi. J'avais décroché. C'était Boussad Boudiaf, l'un des responsables du RCD au niveau de Tizi Ouzou, qui me dit: tu es au courant pour Matou? Je lui dis: ils l'ont tué? Il m'a dit: presque. J'ai dit: comment? Il m'a dit: il a été kidnappé. Par qui? Par des terroristes, par des gilets. Mon Dieu, comment a-t-on géré la situation? Je décroche le téléphone, j'appelle Jamel Zenati, qui est mon correspondant, mon partenaire au niveau des commissions nationales. Je lui apprends la nouvelle et nous étions convenus à la fois d'être fermes pour que Matou revienne, soit libéré et revienne vivant le plus vite possible, et en même temps garder le cap sur l'action pacifique du boycott scolaire. Très bien, j'ai fait un communiqué aussitôt et je l'ai pris avec moi. Je descends à Tizi Ouzou, au bureau régional. J'habite à Rasga, à 37 km de Tizi Ouzou. Donc je prends ma voiture, je vais à Tizi Ouzou. Mais avant d'aller au bureau régional du RCD, je suis passé par le siège de l'hebdomadaire Femworth. Femworth, c'est nous qui l'avons créé et qui a été racheté par Brand, mais qui était proche du RCD. Je remets le communiqué à Moumah Lukad, ou comme on l'appelle aujourd'hui, Azro Lukad. Il l'a saisi à la machine à écrire et s'apprêtait à l'insérer dans la prochaine édition. Je monte au siège du RCD, c'est à 300 mètres du siège de Femworth. Je rentre, il n'y avait personne en dehors de Nordine et Hamouda. Mon ami Nordine et Hamouda. Il était dans le bureau central, en entrant dans le siège du RCD, il y avait un bureau à droite. Il était au téléphone, il avait le téléphone à l'oreille, un stylo à la main, dans l'autre main, le téléphone avec la main gauche, le stylo dans la main droite, et il y avait une feuille sur la table sur laquelle il écrivait. J'ai attendu qu'il finisse d'écrire et je lui annonce que je venais de faire un communiqué, je l'ai remis à Femworth pour sa publication concernant l'affaire Madame. Il m'a dit non, il faut absolument que tu l'annules. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit c'est ça le communiqué qu'il faut faire. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit si c'est le syndic qui me l'a dicté. J'ai dit si c'est le chef qui l'a dicté, c'est indiscutable. Je prends le papier. Ce fut un ultimatum pour libérer la Toublounas. S'il touche à un seul cheveu du chanteur, du rebelle, il n'était pas encore le rebelle, c'était plus tard que le titre sera pris, sera donné. S'il touche à un seul cheveu de Lounas,
nous déclarons la guerre totale aux Jihad, à tous les islamistes, à ceux qui les soutiennent de près ou de loin. J'étais devant une décision à prendre. Soit je dis non, soit je dis oui. Si je dis oui, il faut assumer les conséquences de la violence qui va s'en suivre, éventuellement. Si je dis non, on va m'accuser de vouloir la mort de Maître Lounès. Surtout que certains essaient de le présenter comme un rival, alors que c'était un frère. J'ai dit d'accord. Il m'a dit, on va le signer comment? Il m'a dit, ce serait bien que ce soit toi. J'ai dit d'accord. Très vite, je réalise que pour maîtriser ce communiqué, il fallait que ce soit moi qui le signe. Si on avait signé au nom du MCD pour le suspendre ou le retirer, il faudrait réunir tout le MCD et dans l'émotion de l'époque, on n'aurait jamais pu retirer cet ultimatum. 3 personnes au siège du RCD sont venues me donner des versions totalement différentes les unes des autres sur l'enlèvement de Maître Lounès. J'ai demandé qu'on me dise qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'étaient d'accord ni sur l'horaire, ni sur le nombre de terroristes qu'il y avait, ni sur le nombre de gens qu'il y avait à l'intérieur du bar dans lequel Maître a été enlevé à Taron, ni sur l'accoutrement, ni sur les armes. Mettez-vous à ma place en recevant plusieurs versions d'un même fait. Vous vous poserez des questions. Toujours est-il que je continuais à gérer la situation. La première journée était difficile, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Le lendemain, il y avait des échos qui m'étaient parvenus, même dans mon village. Les vieilles de mon village me maudissaient de faire tomber le ciel sur la tête de leurs enfants et de les préparer à la guerre à laquelle personne ne s'attendait. Ça devenait pesant et je n'avais aucune information sur la suite des événements. Vers 15 heures de l'après-midi, nous sommes plus de 24 heures après l'enlèvement de Maître Lounès, c'était mardi, hein, l'ultimatum était lancé lundi. Mardi, vers 15 heures, je me dis quoi? Je ne suis pas d'État. Ce n'est pas moi, le président de l'Algérie. Il y a une armée. Il y a une gendarmerie, il y a une police, il y a des indicateurs, il y a des chars, il y a des avions, il y a des hélicoptères, il y a des armes, il y a des informateurs partout. Ce n'est pas à moi de gérer une telle situation. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. J'avais le numéro du commissaire divisionnaire qui s'appelait Hadji Hiati. Il me reçut froidement en disant, il m'a dit, écoute, c'est le capitaine, le lieutenant, c'est à qui qui s'occupe de l'affaire Maître. Il m'a dit, tu rappelles et tu demandes le lieutenant Saadi. Je rappelle, et le lieutenant Saadi m'accueille joyeusement.
c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça les hommes. Si je n'apprends, vont apprendre de quel bois et quelle huile se chauffe. J'ai dit sincèrement, je ne suis pas venu pour des éloges ou pour des remerciements. Je viens aux nouvelles. Dis-moi, est-ce que vous avez des informations sur Matou? Il m'a dit, nous n'en avons aucune. J'ai dit, moi, j'ai reçu des informations selon lesquelles la voiture de Matou aurait été retrouvée sur la route de Delacouza. Il m'a dit, c'est complètement faux. J'ai dérivé un peu en parlant d'autre chose, et à un moment donné, je lui dis, d'après toi, avec l'ultimatum que j'ai fait là, qui va expirer d'ici demain à midi, crois-tu que Matou va être libéré? Il m'a répondu ceci. En tous les cas, pas demain. J'ai dit merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ça veut dire qu'il était au courant de quelque chose. J'ai passé la nuit à réfléchir à la manière de gérer. Il ne restait que quelques heures avant la fin de l'ultimatum. À un moment donné, j'ai arrêté ma décision sur la base du raisonnement suivant. Si l'ultimatum va jusqu'à son terme et que Matou n'est pas libéré, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont tuer la mère, le frère ou la sœur de Stiti et de Bailèche qui venaient d'être dénoncés dans la presse comme étant les véritables ravisseurs de Matou Bounès. Si on tue la mère, la sœur, le frère de Bailèche et de Stiti et que Matou soit entre leurs mains, la seule mesure de rétorsion, c'est la vengeance, c'est d'abattre Matou. Donc il y aura un cycle de violence, une escalade interminable. Et je me suis dit, il est hors de question que je porte la responsabilité de la mort de Matou. À 3 heures du matin, j'ai rédigé un communiqué. Je suspends l'ultimatum de guerre totale pour, 1, donner toutes les chances à Matou Bounès de revenir vivant, 2, de ne pas faire de victimes innocentes à travers l'escalade, 3, je vous demande de rester à l'écoute du MCD et de ses déclarations. À l'époque, le soir d'Algérie paraissait vraiment, c'est-à-dire comme une édition du soir, il était bouclé à 6 heures du matin. Donc j'appelle le soir d'Algérie. Je tombe sur quelqu'un qui m'adorait, un journaliste de Sidi Blabès qui s'appelle, j'espère qu'il est toujours vivant, qui s'appelle Badardine Mina. J'ai dit Badardine, on se connaissait, voilà, je suspends l'ultimatum. Il m'a dit, il faut que tu m'envoies un fax. J'ai dit, à 3 heures de la nuit. Où est-ce que je peux trouver un fax? J'ai dit, écoute, s'il te plaît, prends sous la dictée. Et il a accédé à ma demande. Une fois qu'il a pris le document, le texte, il m'a dit, il sera à la une aujourd'hui. Je les remercie. Je me suis endormi un petit peu pour me reposer. Et tôt le matin, je me suis réveillé, j'ai passé la nuit à Tizi Ouzou, chez un ami qui s'appelle Youssouf Nas. Un adorable homme de Tegmoutoukhanouch. Oui, c'est un village de Blida. Il habitait à la rue parallèle au-dessus de l'Aristide.
Donc, on prend le café le matin et je descends au siège du RCD. Il n'y avait personne sauf Nordine et Tribuna. Dès que je rentre, je dis à Nordine, je suspends l'ultimatum. Il ne me regarde pas, il va dire que le téléphone, il appelle, il revient. Il m'a dit, Saïd te demande. J'ai dit, c'est toi qui as appelé Saïd. Il m'a dit oui. D'accord. Je prends le téléphone, et Saïd qui commence à crier. L'ancien, dis rien. Je dis, écoute, pourquoi tu cries? Je te dis, il ne fait rien. J'ai dit, je fais rien. Quand il a vu qu'il n'avait pas d'influence là-dessus, il me dit, non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris quoi. Il m'a dit, ne le fais pas jusqu'à ce que j'arrive. J'ai dit, je te donne un quart d'heure pour arriver. Il est arrivé dans les 7 minutes. Sans dire bonjour mais quoi que ce soit, on rentre dans une chambre, il commence à me dire, écoute, on ne lance pas un ultimatum de guerre totale à la Niger, les gens vont nous prendre pour des pleutres, pour des lâches, pour des peu, pour des vauriens. J'ai dit à Saïd, je préfère qu'on prenne pour un lâche, pour un pleutre, pour un peu, mais pas pour un assassin. Quand il a vu cela, il m'a dit, est-ce qu'on peut retirer l'ultimatum sans le dire? Je dis, essaye. Pourquoi tu n'as pas lancé l'ultimatum sans le dire? Aussi clair était l'ultimatum, le sera sa suspension. Et je lui ai dit, et de toute façon, il faut que tu le saches. Il communiquait déjà pas. Il sait quoi c'était comme ça. Mais des facilités. Et puis, j'ai commencé à recevoir du monde. Il y avait Mahmoud et Feu, Jafar Wahyo, qui était arrivé. Jafar, paix à son âme, il a été assassiné un an ou deux plus tard, devant ses élèves, au collège, dans le lycée de Diané. Jafar, tu vas monter à la place de Tizi Ouzou où les jeunes vont commencer à se réunir et tu leur annonces que l'ultimatum était suspendu. Quand Jafar Wahyo avait annoncé la suspension de l'ultimatum, mon fils reçoit un coup d'épaule de quelqu'un qui était à sa droite, lui a dit, de toutes les façons, nous avons préparé 2 attentats ce soir, l'un à Ain Hamman, l'autre à Ziani. C'était qui? Il m'a dit, c'était au dernier lundi. Donc, ils avaient préparé des attentats pour le jour même. Mais comme il n'y avait plus de tête du Turc à qui associer ces attentats, pour lui faire porter la responsabilité, pour lui faire porter la responsabilité de l'acte, les attentats n'eurent pas lieu. Le Monde, quand il a vu l'ultimatum, journalistement, avait titré à la une, le MCD déclare la guerre à l'Algérie. Oui, toute l'Algérie était islamiste, pratiquement. Bon, donc ceci dans cela. Après cela, j'ai décidé de tenir une conférence de presse pour annoncer la suspension de l'ultimatum. Et juste, c'était à l'hôtel de l'Artijan.
La presse était là. Et la direction m'appelle, voilà, vous avez un téléphone, un coup de fil de monter. La conférence était en bas de. Il y avait 2 étages, je crois, sur déjà. La conférence devait se dérouler en bas, vers le restaurant. Je remonte à la direction pour trouver le téléphone. C'était Saïd Sadi qui voulait m'énerver pour que je rate ma conférence. J'ai raccroché, j'ai essayé de garder mon calme et de tenir la conférence dans de bonnes conditions. Comment on s'est mangé de moi à l'époque? C'est qu'on a pris des photos trop proches de moi. J'avais des moustaches qui étaient un peu plus longues que d'habitude. On les a montrées comme étant désordonnées. C'est comme si j'étais sale, je ne sais pas moi. Il fallait prendre l'image la plus mauvaise de moi pour que je sois condamnable ou que je sois quelqu'un de repoussant. Voilà. Quelques jours plus tard, Saïd Sadi était venu me voir. Je rappelle que tout ce qu'il a raconté sur moi est absolument faux. Et je ne vais pas lui faire le privilège de l'attaquer en justice. Je n'attaque pas mes adversaires politiques en justice. Je rétablis les faits par ce qu'ils ont été, et non pas par vengeance sur quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais, depuis que le boycott a commencé, rencontré en dehors d'un tête-à-tête entre lui et moi. Il n'y avait jamais eu de rencontre entre moi et lui avec d'autres qui soient témoins, contrairement à ce qu'il dit dans ses témoignages. Il me voit et il me propose un deal. D'abord, il m'annonce 2 choses. La première, c'est que la famille Stiti et Bailèche auraient quitté la ville de Tizi Ouzou, auraient fui la ville. Il m'a dit ceci: nous sommes, pas lui, nous sommes en train de chercher à savoir si cette fuite est organisée par le fils ou juste découle d'une peur panique qui est naturelle, suite aux accusations concernant l'enlèvement par leurs parents de Matou Lounès. Je ne lui faisais plus confiance, donc le lendemain, j'ai envoyé des gens, des militants, pour voir si la famille Stiti et Bailèche avait disparu de la ville de Tizi Ouzou. Elles étaient toutes les deux là. Personne n'avait fui, personne n'avait bougé. Je vous laisse deviner l'arrière-pensée qu'il y a derrière. L'autre chose, il m'a montré 2 textes qu'il a refusé que je prenne avec moi. L'un était vraiment inintéressant pour moi. C'était la démission de Leïla Aslaoui du gouvernement. C'était idéologique. Bon, il n'était pas d'accord avec le clan réconciliateur qui menait les négociations avec le fils, mais pas plus. Par contre, l'autre document était un document top secret. Il détaillait
les négociations que les militaires allaient avoir avec Abbas Madani à l'époque. Ils proposent ceci, nous proposons cela, ils acceptent ceci, nous faisons de la surenchère pour qu'au bout d'un mois, au moins, les négociations capotent. Donc c'était, dès le départ, fait dans le sens de faire capoter les négociations. Ensuite, dans la feuille de route qui est tracée par ce document et qui allait être respecté jusqu'au bout, il était annoncé que le gouvernement Moqtada Sifi allait être gardé jusqu'à l'année prochaine, à septembre prochain, septembre-octobre, pour organiser des élections présidentielles en Algérie. Et c'était Moqtada Sifi qui allait rester au gouvernement jusque-là. J'aurais voulu prendre le document avec moi, il m'a dit non, tu ne sors pas avec ça. Et il m'a demandé, puisque tu as lu le contenu de cette feuille de route, est-ce que de ton côté, tu peux faire capoter les négociations au moins pendant un mois jusqu'à ce que celle qui se mariait avec le fils capote. J'ai dit si ce n'est que cela, moi aussi je ne veux pas qu'il y ait de deal entre les islamistes et le pouvoir, donc je marche. Et en récompense de cela, il m'avait accordé de passer dans l'émission de Bernard Pivot dans Apostrophe. Et depuis, nous ne nous sommes jamais revus. Mais elle a commencé à comploter derrière moi, à faire en sorte que David Hadi puisse contredire ce que je fais, ce que je dis et tout. Il lui avait donné, avec un certain nombre de journalistes, acquis au RCD et à la ligne éradicatrice, de me contredire à chaque déclaration. Et dans ma feuille de route à moi, c'est-à-dire dans mes prévisions, c'est que le boycott scolaire allait être étendu à d'autres domaines pour rendre la pression plus forte encore. Donc, j'ai annoncé que nous allons élargir le boycott scolaire au boycott des impôts. Et David Hadi qui fait une déclaration derrière moi disant que le MCD n'a jamais pris cette décision, donc il ne me l'a pas dit. Et j'ai vu des mouvements un peu pour me déstabiliser. Écoutez, je n'ai jamais été un assoiffé de pouvoir ou quelqu'un qui cherche à occuper des postes. Mon rôle de chanteur et d'intellectuel me suffit largement pour me sentir à l'aise dans mes mouvements et ce que je fais. Jusqu'à cette affaire de l'avion. J'avais par crainte d'actes terroristes sur ma personne, j'avais pris l'habitude, tous les 15 jours, chaque mois, de m'éclipser pendant 3-4 jours en venant en France et pour semer un peu tous ceux qui étaient à la recherche de mon assassinat. Donc j'ai pris mon billet pour venir en France le 23. Et un membre proche des centres de décision me dit, écoute, j'ai un message pour toi.
je suis porteur d'un message, mais je ne peux te le délivrer que demain. Qu'après-demain plutôt. Il m'a dit, tu viens demain. C'était le 22, le 23, 22, il m'a dit, tu ne pars pas demain, nous allons changer ton billet d'avion. Tu partiras le 24. Mais juste pour qu'on te délivre ce message. J'ai dit d'accord. J'ai échappé à un attentat le jour même. Il était 4 heures ou 5 heures du soir. J'allais partir et j'ai vu une voiture démarrer en même temps que moi. J'ai tout de suite essayé de la semer et plutôt que de rentrer chez moi, j'ai passé la nuit de nouveau à Tizi Ouzou. Le lendemain, donc j'ai attendu, je ne suis pas parti, on me remet mon billet d'avion pour le 24. Et j'attends, je vais au dîner de cette personne chargée de me transmettre un message. J'ai pris un bon couscous et à la fin, j'ai dit quel est le message. Il m'a dit en fait il n'y en a pas, on a retiré le message. D'accord. Vous voyez, en temps de terrorisme, c'était au mois de décembre, il faisait un noir terrible. Je rentrais chez moi entre 11h et midi de Tizi Ouzou à Zazga. Et le lendemain, quelqu'un devait venir m'emmener très tôt à l'aéroport d'Alger. J'arrive à l'aéroport, alors que depuis l'attentat du 18 août 1992, les conditions de sécurité étaient renforcées, les mesures de sécurité étaient renforcées de manière draconienne, et il faut y aller pour passer la portière, la porte de l'aéroport. Il fallait être là-bas 3 heures en avance sur moi. J'arrive, je passe comme une fleur à la poste, j'avais un sac. Il m'a dit, c'est pour Paris, le gardien qui était là, j'ai dit oui. Il m'a dit, c'est pas la peine, vous pouvez y aller. Donc mon sac n'est même pas passé au scanner, pour voir s'il y avait quelque chose. En temps de terrorisme. Et voilà. Il y a eu, donc, me voici à l'intérieur de l'aéroport. Je ne sais quelle mouche m'a piqué. À la dernière minute, où je me suis dit, c'était vers 11h, je me suis dit, je vais acheter du pain. Nous sommes à Noël, autant prendre avec moi un cadeau pour ceux qui vont réveillonner avec moi. D'accord. J'ai été prendre ce pain, et entre-temps, la navette était passée, et tous les passagers ont été emmenés. Alors que d'habitude, là aussi, il n'y avait pas d'avion qui n'avait pas d'heure. Ce jour-là, l'avion était en avance. Un quart d'heure en avance, les gens étaient déjà partis. La navette est venue, elle m'a pris tout seul de la salle d'embarquement jusqu'à l'avion. Et en arrivant devant l'avion, il y avait une 304 blanche dans laquelle il y avait 4 bonhommes, dont l'un exhibait une Kalachnikov avec 2 chargeurs. Le deuxième chargeur était scotché sur le premier. Côté, en tant que terrorisme, ces mesures de sécurité, je me dis naturellement que ce sont
agents de sécurité qui sont là. Je monte tranquillement, je m'assois, et à un moment donné, j'entends comme des plaques de bois qui sont à choc. Je ne savais pas ce qui s'était passé, et je vois quelqu'un jeter son verre de champagne au loin, et je vois la moquette bleue devenir plus foncée, avec le liquide du champagne qu'il y avait dedans. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que l'un des terroristes annonce, voilà, on nous appelle des terroristes, non, nous sommes des moudjahidines, patati patata. C'est plus tard. Bon, j'en ai échappé, c'est pas la peine que je vous raconte mon calvaire à l'intérieur. En tout état de cause, l'avion fut finalement autorisé à venir sur Marignane, à Marseille, et le GIGN était intervenu à 17h17, le 26. Et nous fûmes sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors que le monde occidental était unanime pour condamner l'arrêt du processus électoral du 25 décembre 1991, à partir de cet attentat, cet enlèvement de l'avion, toutes les chancelleries ont changé de position et elles ont soutenu le régime algérien. En fait, cet avion, je soupçonne fort qu'il a été donné sur un plateau d'argent à des jeunes écervelés du GIA pour fanfaronner et prendre en otage un avion. L'essentiel était l'émoi et le retentissement que cela allait avoir au plan international pour faire échouer la rencontre de Sant'Egidio prévue pour le 9-10 janvier 1995. Et effectivement, cette réunion où Hussein Ahmed a eu la malchance de voir quelqu'un lui poser une chéchia sur la tête n'a pas eu le résultat escompté et les chancelleries occidentales ont toutes porté leur soutien au régime militaire algérien. Une semaine plus tard, je rentre à Alger. J'ai été arrêté à l'aéroport pendant 3 heures. En fait, je suis rentré parce que Moukdeb Sifi, qui était Premier ministre, m'avait convoqué pour faire une proposition. Mais auparavant, j'ai oublié de vous dire que, concernant les négociations, il y a eu une première phase de négociation. Ça s'était passé le 4 ou le 6 octobre. Je mène la délégation, j'ai demandé aux commissions nationales de faire partie, ils ont dit non, mais nous soutenons. J'ai dit d'accord. Nous rentrons, nous arrivons, c'était juste pour détendre l'atmosphère cette femme, nous rentrons au palais du gouvernement et on nous emmène au premier étage dans une salle avec une table pas ovale mais longue. Au bout, il y a 2 chaises, celle de Moukdad Sifi et l'autre pour moi, pour négocier. Sa délégation était en face, et la mienne était à mes côtés. Mais à 30 secondes, avant que Moukdad Sifi, le Premier ministre, ne rentre dans la salle, il y a un agent de sécurité qui dit « Il Khawa, l'un de ces interdit de négocier avec des armes dans la poche. » Au lieu de faire la fouille avant, ils ont attendu le dernier moment.
Et Majid al-Nazir avait un pistolet, mais il n'a pas moi. Il ne va pas le dire. Voilà, juste pour vous détendre un petit peu. Ensuite, il y a des grandes manœuvres pour résoudre, mettre un terme au boycott scolaire. Il y a eu beaucoup d'opposition à répondre à la demande de la Kabylie, notamment une lettre de Leila Aslaoui, un article de Leila Aslaoui dans la presse algérienne disant que il ne faut pas reconnaître la Mazir en tant que langue nationale. Dire qu'elle fait partie du patrimoine est déjà énorme. Pour elle, c'était une grande concession que d'accepter cela. Donc, la prochaine fois, il y aura la suite que je vais vous raconter par rapport aux négociations. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est qu'il y a eu le boycott scolaire. L'année d'après, c'est-à-dire, c'est peut-être parce que je n'ai pas très bien écouté la première partie, je n'ai pas assisté, mais comment ça s'est passé concrètement dans les écoles? Qui a dit aux enfants, n'allez pas à l'école? Et comment par la suite, quand ça s'est terminé, comment ils ont repris? C'est-à-dire comment les enfants et les parents étaient au courant, et maintenant ils pouvaient reprendre l'école. Je vous remercie. Merci infiniment. Il y avait mon fils qui, avec un certain nombre d'amis, avait créé la CERA, la coordination des lycéens à Nazir. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons même rencontré l'un d'entre eux, qui a eu l'amabilité de nous accueillir dans son établissement ici à Lyon. C'était les lycéens qui s'étaient déployés pour aller devant les écoles et bloquer l'accès les premiers jours. Pas bloquer l'accès, c'est de déconseiller aux gens d'aller à l'école. Le premier jour, il y avait, je l'ai raconté déjà dans ma première conférence, il y avait quelques lieux où c'était combien? Il y avait 5, 10% de gens qui se sont rendus à l'école, mais qui n'ont pas tenu la journée pratiquement. Le ministre de l'Enseignement était pour la première fois venu superviser le déroulement de la rentrée scolaire en Kabylie. Le soir, il avait annoncé qu'il y avait une daïra et 3 communes qui n'avaient pas observé le boycott scolaire. Si lui, il dit une daïra et 3 établissements scolaires, 3 communes, cela veut dire que tout le monde était déjà en place et avait déjà boycotté. Moi, j'annonce 75% de réussite. Le lendemain, j'annonce 95%. Le ministre de l'Éducation n'avait pas communiqué. 3e jour, j'annonce 100%. Voilà comment la bataille de la communication a été remportée par nous. Et une fois que le boycott était lancé, il n'y avait plus personne qui pensait à envoyer ses enfants à l'école. C'est vrai que je n'ai pas consulté les parents d'élèves. C'est vrai que je n'ai pas consulté les syndicats d'enseignants. Mais la Kabylie a
suivi le boycott scolaire. Donc il y a un. Ce n'est pas pour autant que j'ai essayé par la suite de nouer des contacts avec les uns et les autres. Mais dès lors que le boycott était déjà une réussite, l'affaire devenait politique. Elle n'est ni syndicale, ni quoi que ce soit. Elle était politique. Et il fallait aller jusqu'au bout. Le pouvoir, avec ses affidés, a essayé de mobiliser quelquefois des notables pour casser le boycott scolaire. Mais ça, c'est à partir surtout de janvier. Et c'est pour ça que je réserve cela à la prochaine conférence. Juste une seconde, une question. Une autre après. C'est là après, une ou deux après. Allez-y. Il est ouvert? Je pense, il est ouvert. Mesdames et messieurs, je viens de mettre ma carte d'identité. Vous allez certainement vous en dire content. Tout ça, tout de suite. Honorable Dahsen, c'est notre doyen, c'est notre sage. Il a fait tous les combats. Il a été de la génération qui avait fait la guerre d'Algérie. Il a été de la génération qui a fait le FFS en 63. Il a été de la génération qui a fait le FCD, le boycott scolaire, et infatigable dans son militantisme et sa droiture. Il nous accompagne vers l'indépendance de l'Académie. Votre question, j'aurais aimé vous dire demain. On prendra une dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il y a une dernière question, la conférence a été assez longue et assez intéressante. Donc on prend une dernière question si vous voulez. Et voilà. Ça, une question. Petite question. Oui, j'ai une petite question. Donc, Monsieur Seloué, donc ma petite question, c'est par rapport au fameux communiqué sur le communiqué qui a été dicté pour Nordinator Munda que vous avez accepté de signer. C'est bien ça? L'ultimatum, le communiqué qui a été dicté à Intermuta que vous avez accepté de signer. Pourquoi vous avez accepté alors que vous étiez à la culture et là, ce n'était pas une affaire culturelle? Pourquoi, en voyant vous, le responsable qui devait signer le communiqué? Parce que j'ai obtempéré pour plusieurs raisons. Si je n'avais pas accepté, il y aurait eu de toutes les façons un fou quelque part pour signer le bateau. Même si peut-être cela n'aurait pas eu autant d'impact que signé par moi. Mais le fait que ce soit signé par moi, dans l'intention de son rédacteur, c'est que moi j'apparaisse comme un extrémiste. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ou plutôt je l'ai dit la dernière fois, quand l'ultimatum de guerre totale était publié, CNCAD a fait publier un article au nom, un communiqué au nom du RCD disant le RCD décline toute responsabilité de la suite des événements. C'est-à-dire que je suis isolé. Je porte seul la responsabilité des violences si elles venaient à se déclencher. J'ai obtempéré parce que je suis dans une structure. Je ne suis pas un apparatchik, mais j'ai l'esprit de solidarité et j'ai l'esprit de la collégialité. Donc j'ai accepté de
signer ce papier, mais c'était surtout pour en gérer son avenir. Admire. Je vous remercie beaucoup. Une dernière question. Juste un dernier mot, s'il vous plaît. Cette conférence a dérangé au plus haut point des autorités algériennes ou des partis intéressés à ce que cette conférence n'ait pas eu lieu, n'eut pas lieu. Il ne faut pas que la question kabyle soit l'otage des relations et des tensions algéro-françaises. Nous ne sommes pas là pour poser problème à la France, mais au contraire, pour aider de notre mieux par la communauté kabyle qui est laïque, par la communauté kabyle qui a l'esprit civique, par la communauté kabyle qui s'insère en douceur dans la société française. Nous voudrions participer à la stabilité et à la prospérité de la France plus qu'à sa déstabilisation que nous combattrons de toutes les façons de notre part. En termes de la déstabilisation, je parle. Donc, dans une première structure, les pressions avaient abouti à faire en sorte que le lieu ne soit pas retenu. En votre nom, en mon nom personnel, je félicite et remercie le groupe Accord de nous avoir accordé cette salle pour tenir une conférence sur un vécu, une histoire, et non pas sur une revendication. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour créer des problèmes aux structures, mais au contraire, pour éclairer une opinion sur ce que nous sommes. Et nous sommes des gentlemen. Merci.